l'Allemagne n'est pas stable. Je crois seulement dans la jeunesse. Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, les survivants préfèrent oublier, mais leurs enfants ont du mal à comprendre ces images. Das Phänomen ist nun aber, dass Autoritäten unglaubwürdig geworden sind. Sie verteilen Flugblätter, in denen ihre Lehrer als professorale Fachidioten bezeichnet werden. Uns interessiert speziell der politisch engagierte Film. Mit Filmkameras, dann agieren wir auch, nur in einem anderen technisch-chemischen Verfahren. Sondern wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Wir haben viel zu lange mit dem Gedanken an die Revolution nur gespielt. Ich meine, dass sie jetzt endlich gemacht werden muss. In Frankfurt am Main explodieren am 11. Mai 3 Bomben. In einem Bekennerschreiben verlangt die RAF eine Beendigung des Vietnamkriegs. Wir haben die Gewalt nicht erfunden. Wir haben sie vorgefunden. Alle Angeklagten stammen aus sogenannten geordneten Verhältnissen. Wie kommen sie zu ihrer Tat? Vor allem... Nein, meine Damen, das sind keine kritischen Geister, das sind destruktive Geister. La seule chose où l'Allemagne est vraiment sûre, c'est dans la jeunesse. Parce que je crois que j'ai regardé le film trop comme un documentaire. Et je crois que c'est un piège quelque part, parce qu'on essaye tout le temps de trouver qu'est-ce que c'est cette image. Il y a beaucoup d'images, et il y a beaucoup d'images différentes. Il y a des images officielles, il y a des films, donc des futurs terroristes, etc. Donc on a du mal à identifier où est-ce que je suis maintenant. Je suis dans quelle sorte d'image, dans quelle sorte de film, qui c'est qui parle. Et peut-être que toi, tu l'as conçu de façon beaucoup plus associative ou moins réfléchie. Je ne sais pas, quelle est pour toi l'attitude du spectateur idéal avec laquelle il devrait voir ton film? Il n'y a pas de... il n'y a pas de spectateur idéal, mais pour être très honnête, je ne m'interroge jamais sur le spectateur. Ce qui est important, c'est quand on fait un film, c'est qu'à un moment, on le voit, et il y a un moment, on est ému par le film, soi-même. Et à ce moment-là, le film est fini. Mais comme je n'ai pas la prétention d'être unique, en général, je sais que si je suis ému, intrigué, questionné par ce que je suis en train de fabriquer, d'autres vont le ressentir. Pas forcément tous les spectateurs, mais en tout cas certains d'office vont le ressentir parce que je ne suis pas, je suis pas quelqu'un de différent. Et du coup, je trouve qu'on commence à faire beaucoup de bêtises quand on commence à s'interroger au spectateur. Enfin, on commence à faire de la télévision. C'est-à-dire là, d'un coup, ça s'est posé les questions très franchement sur les extraits. C'est-à-dire, est-ce que cet extrait, je dois dire que c'est un extrait qui vient de tel endroit, est-ce que je dois présenter, comment je présente ces bouts-là? Du coup, ça s'est résolu assez vite, parce que si je prends le dernier extrait, par exemple, de fiction, on voit donc c'est Fassbinder et sa mère. Un film de Fassbinder. Donc soit je vais indiquer le titre du film. Donc déjà, on va avoir l'Allemagne en automne, un film collectif, donc déjà on a 3 lignes de sous-titres. Hein. C'est un film assez bavard. Mais là, on va se retrouver avec 3 lignes de sous-titres qui, finalement, n'apportent rien. C'est-à-dire que des gens qui connaissent Fassbinder vont avoir une vision en disant « Ah, c'est Fassbinder, ça représente un certain cinéma allemand, ça donne une image. » Mais les gens qui connaissent pas Fassbinder, de dire que c'est Fassbinder n'apporte rien. Donc, en fait, il faut partir du principe que chaque spectateur, selon ce qu'il connaît ou pas, va avoir des choses différentes dans le film. Mais je fais quand même, grosso modo, je pars du principe que les spectateurs n'ont pas à savoir par avance. Enfin, moi, quand j'ai commencé le film, je ne connaissais absolument rien de la RAF. Enfin, suffisamment pour que ça m'intrigue pour faire le film. Mais quand j'ai pris cette décision, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire le film, je ne connaissais rien d'Allemagne, mais vraiment rien.
rien du tout. Et du coup, je fais grosso modo le film pour qui j'étais quand moi je l'ai commencé, avant de traverser là, les recherches, enfin tout le travail qui est nécessaire pour faire ce film. J'essaie de revenir à l'état où j'étais avant. Donc j'essaie de donner voilà, je n'essaie d'apporter que les informations qui à un moment sont vraiment nécessaires à la compréhension, mais de gommer au maximum de ces faux détails ou de ces fausses informations qui donnent une clé sans en donner ou qui rajoutent un peu de bon. L'air de rien, ça paraît clair, mais c'est pas assez significatif pour que ça soit vraiment utile de rompre le faux du film pour donner ces informations-là. Je crois que dans ta réponse, il y a déjà plein d'impulsions, peut-être pour le public, là, les spectateurs. Donc si vous avez des questions ou des commentaires ou des réflexions, des interrogations, toujours difficile pour le premier ou la première. Voilà, il y a au dernier. Je me lance juste parce qu'il n'y a personne, mais c'est cruellement d'actualité, il me semble. Non. Pardon ? C'est d'actualité, il me semble. Oui, malheureusement. Malheureusement. Moi, j'ai fait quand j'ai commencé le film, donc on le voit dans le film, moi j'ai choisi le film parce que ça dans cette histoire-là, se cristalliser, se regrouper plein de questions qui n'ont rien à voir ensemble, hein, qu'on retrouve pas spontanément ensemble. Et une des questions que moi... Donc j'ai commencé le film il y a 10 ans. Donc on n'était pas du tout... Daesh n'existait pas encore, par exemple. Mais j'étais dans la gestion de l'après 11 septembre. Donc la gestion par le gouvernement américain du 11 septembre, et que ça sert de justification au Patriot Act, à la guerre en Afghanistan, à ce moment-là, quand j'ai dû commencer en Irak, et qu'on puisse justifier ce type de guerre au nom de 3 connards qui jettent dans 2 tours. Il y avait quelque chose que j'avais besoin de creuser sur la question de l'utilisation du terrorisme, entre guillemets, et malheureusement, le terrorisme est quelque chose de cyclique qui, là, nous concerne directement, mais qui était déjà là il y a 10 ans. Du coup, si je peux me permettre, en fait, là aussi, l'actualité, c'est pas seulement sur le terrorisme. Ce qui m'a interpellé au début, c'est Ulrike Meinhof, quand elle disait que, en gros, elle légitimait en fait la rébellion. À ce stade-là, elle n'est pas encore terroriste, elle ne fait pas encore peur. Mais quand elle disait que, par exemple, les politiques avaient plus de légitimité, tout ça et tout, moi, personnellement, bon, ça se fait pas, mais j'ai voté Hollande, ça se fait pas de dire, mais j'ai voté Hollande. Personnellement, maintenant, je suis désespéré de la politique, quoi. Je pense qu'il n'y a plus... donc si moi, qui me considère déjà comme quelqu'un qui s'intéresse à la politique, je me sens désespéré, alors qu'est-ce que ça doit être pour les gens qui ne comprennent rien et qui n'ont pas envie de... Voilà, c'est là que c'est l'actualité. Je pense que comment dire, il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'espoir politique en tout cas, quoi, à cette époque-là. Enfin, je sais pas. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, sur ma place à moi, il y a un truc qui le rend forcément contemporain par défaut, hein, c'est inéluctable, c'est le fait que moi, quand je fais le film, je suis dans cette époque-là. Donc c'est-à-dire que ce que je vais chercher dans les archives, parce que j'ai le choix dans les archives, j'ai plusieurs thèmes, j'ai plusieurs questions. Si on prend Meinhof, quand elle parle c'est des émissions d'1 heure, elle parle une demi-heure, mais spontanément, ce que je vais chercher moi, c'est des questions, des fragments qui résonnent avec des questions que j'ai aujourd'hui, pas de l'époque. Donc il y a des ellipses, forcément, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'enlève de cette histoire parce que peut-être ça a changé vraiment, et que du coup, ça m'apprenait rien, et que je vais chercher des choses qui, moi, me parlent d'aujourd'hui, même tout le début de Meinhof, quand il parle du monde ouvrier, etc., ça a encore aussi des choses qui me meuvent aujourd'hui. La condition ouvrière, le travail, comment on résiste, le rapport aux politiques, le rapport à la société, le féminisme. C'est des choses, c'est ça que je vais aller chercher chez elle et chez les autres. Et je vais ellipser le reste, par contre. Mais parce que, voilà, je suis moi, là, aujourd'hui. Mais peut-être en même temps, même sans que tu le veuilles, le film, il montre quand même, surtout dans ces premières images là, où il y a Ulrike Meinhof qui parle, il montre bien le problème des générations en Allemagne dans les années 60, où
où il y a vraiment deux générations qui se percutent et où il y a la génération des parents qui n'a plus aucune crédibilité dans les yeux des... Donc c'est pas seulement une question de politique, au départ, c'est une question de génération. Et après, ça devient politique. Mais il y a quelque chose qui moi, peut-être m'a intéressé sur cette histoire. Il y a un truc qui est intéressant dans la jeune démocratie allemande, c'est qu'elle est très très fragile. Cette démocratie allemande, elle se cherche en fait. Vraiment, c'est pour ça que d'ailleurs tout le monde parle de démocratie dans le film en ayant des acceptations très très différentes et antagonistes du terme. Et que du coup, elle est fragile, elle n'est pas très bien, elle n'est pas aussi affirmative que la démocratie américaine. Donc, il y a un truc qui finalement nous rappelle notre démocratie à nous d'aujourd'hui, où maintenant, a posteriori, on se rend compte que c'est pas forcément si évident que ça, la démocratie. À l'époque, pour eux, en Allemagne, dans les années 60, c'est pas une évidence encore, la démocratie. Après, on passe par des années où la démocratie est le modèle intangible, il n'y a pas d'autre solution, et aujourd'hui, malheureusement, on expérimente le fait que la démocratie aussi est limitée et qu'elle est questionnable. Moi, je me suis posé une question entre le fond et la forme. Sur le fond, il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Et sur la forme, le niveau de langage, je trouvais que les phrases étaient super bien construites, mais longues, compliquées. Est-ce que vous vous êtes posé la question si on peut infliger ça au public ou si... Là, vous parlez d'un public germanophone. Oui. Parce que grâce aux sous-titres, il y a des points de temps en temps, les phrases sont plus courtes. C'est comme si... Enfin, moi, je ne suis pas germanophone. Je ne comprends pas l'allemand. Donc du coup, mais je pense que si on faisait un film sur les années 60 en France, ça serait un film forcément où il y aurait des langues dialectiques. On aurait ce même type de phrasé, très long, très dialectique, des constructions très évidentes. Quand on voit un film de Debord aujourd'hui, il faut être particulièrement attentif pour comprendre. Là, c'est la même chose, c'est une langue c'est la langue de l'époque. J'imagine l'équivalent de ce que ça serait en France. Moi, je ne sais pas, quand j'entends Debord ou les intellectuels de l'époque, c'est à la fois dur et en même temps, il y a un plaisir de cette dureté, quoi, de cette intelligence de la langue, de la manière dont c'est construit. C'est par moments un peu opaque, mais effectivement, je sais que les Allemands, en général, font cette remarque que la langue a changé et que la langue, elle est très complexe, surtout chez Meinhof et Mahler, a priori. Surtout à l'université. Alors moi, j'ai fait mes études dans les années 70 en Allemagne, et c'est comme ça qu'on parlait dans les séminaires et puis dans les discussions interminables des Rotzellen et de tous ces groupuscules. Et c'était vraiment un plaisir de parler comme ça, et en même temps, il s'éloignait complètement de la réalité de ceux qui voulaient atteindre. Bonsoir. Oui, moi je voulais déjà vous remercier pour la qualité de la documentation que vous avez rassemblée, puis ce que vous avez réussi à en ressortir, parce que c'est une situation qui était effectivement très complexe. Ce que je voudrais dire, c'est que moi je ne fais pas le rapprochement entre la situation de la RAF et la situation du terrorisme actuel. C'est très bien, enfin je pense que c'est très bien montré dans votre film. Ce qui s'est passé pour la RAF, c'est comment un État qui est quand même le fer de lance de l'impérialisme américain à l'époque en Europe, comment un État arrive à pousser des gens à la lutte armée, parce qu'en fait, ce n'était pas dans leur objectif premier. Il y a peut-être un aspect qui n'est pas assez montré dans le film, c'est l'importance de la répression, non pas sur ce petit groupe de militants, mais sur l'ensemble de la peau, de l'opposition extra-parlementaire. À l'époque, il y a eu, je crois, en 5 ans, 10 000 procès contre des gens qui avaient participé à des manifestations, etc., et des procès presque tous suivis de condamnation. Et cela a entraîné aussi les Berufsverbot, c'est-à-dire l'interdiction de travailler dans les administrations, c'est-à-dire universités et autres,
pour des gens qui avaient été justement suspectés et condamnés. Ce qui fait que la frange d'opposition, elle était très large, en fait. C'était pas un petit groupe, c'était pas un groupuscule au départ. C'était des gens qui faisaient un travail militant extrêmement important. Alors, moi je sais qu'après la mort de Baader-Meinhof, à Besançon, on avait fait, enfin, je fais partie de ceux qui ont réagi un petit peu, puis on avait fait une exposition au CRI, Centre culturel Pierre Tell. Bon, c'est pour essayer justement d'expliquer tout ça. On avait fait venir des gens comme Peter Brückner, qu'on voit dans le film à côté de Heinrich Böll, qui est un psychologue, qui lui-même a été victime de cette interdiction professionnelle. Il était interdit de cours, interdit de recherche pendant pas mal de temps, par sympathie avec l'opposition extra-parlementaire. Et ça, je crois que cet aspect répressif large pendant des années et des années, ça a certainement conduit la RAF à se constituer. Oui, après il y a différentes périodes historiques, et c'est vrai que moi je ne pouvais pas tout raconter dans le film d'1h30, et du coup je l'ai fait par eux, et il y avait beaucoup de choses que j'aurais pu dire effectivement, mais à un moment dans le film, la deuxième partie, donc à partir du moment où on passe à la télévision, quel moment des interdictions professionnelles, l'interdiction de publication avec le paragraphe 29, tout le moment, donc on utilise des groupes de lutte armée pour justifier d'une politique répressive à l'échelle de la société. J'ai beaucoup coupé pour me concentrer sur eux, mais effectivement, c'était... mais malgré tout, je crois qu'on ressent quelque chose d'un État qui change dans la deuxième partie. Après, sur le rapport à aujourd'hui, évidemment, leur histoire est très très différente de ce qui peut se passer aujourd'hui. Mais moi, il y a deux endroits où le film est très contemporain. C'est dans les réactions que cela suscite. Enfin, quand on a un Premier ministre en France qui dit que commencer à penser, c'est excuser, et qu'on voit là les hommes politiques, on a l'impression que c'est des copier-coller de discours. Et il y a une chose qui fait froid dans le dos, vraiment, de ça, et que malgré tout, même si on a du mal à penser aujourd'hui, même si on ne l'accepte pas, ce qu'on voit dans le film, c'est que le passage à la violence est consécutif d'une histoire. On ne n'est pas violent, on ne n'est pas terroriste. Et que ce qui se passe aujourd'hui, on a beau parler des espèces de débats sans fin là, sur la binationalité, alors que tous ces types sont français, c'est un problème politique de notre société qui est malade, et ces jeunes types qui peuvent passer au terrorisme doivent nous interroger sur la situation politique française. Et le terrorisme, comme à l'époque, évite de se poser des questions politiques. C'est-à-dire c'est des malades mentaux, c'est des extrémistes, c'est des anarchistes. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ça ne change rien à leurs actes. Mais par contre, il faut absolument, comme là on voit, il y a une histoire, aujourd'hui aussi, il y a une histoire française, là, typiquement française ou européenne, qui fait que des jeunes types peuvent faire ce qu'ils font. Et ça, si j'ai fait ce film-là, même si évidemment il n'y avait pas Daesh, mais c'était très important de rappeler que voilà, toute violence a une histoire, la violence terroriste aussi. On ne n'est pas terroriste. Donc à partir de là, ça nous interroge tous et ça nous concerne. Et l'avantage d'eux, c'est que c'est le seul groupe de lutte armée de l'histoire qui ont une vie avant suffisamment, par le hasard du fait que certains soient cinéastes ou journalistes, et par le hasard que d'autres soient des figures de la gauche allemande, notamment Meinhof et Mahler, ont laissé autant de traces. Donc on peut les voir, et quand on les voit, on ne se dit pas tout de suite, c'est des malades mentaux, c'est des gens qui sont violents. Juste le fait qu'il y ait ces images-là, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà. Et là, il y a malgré tout, donc même si l'histoire, le contexte a totalement changé, cette idée qu'il y a une histoire de la violence, elle se répète, elle est toujours d'actualité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a, en Allemagne, il y a eu toute une série, alors il doit y en avoir une trentaine de films sur la bande Mahler. Bien plus que ça. Oui, même plus.
Et il y a toute une réflexion, il y a de la littérature, et on est loin d'avoir tout travaillé sur tout, et il y a tous les jours toutes les semaines encore des livres qui sortent là-dessus, des théories, des fois peut-être un peu aberrantes, mais ça c'est peut-être aussi une contre-réaction, parce que pendant un certain moment, il y a eu aussi une espèce de mythologie concernant la RAF. Hein. Ça a été un peu un mythe, le mythe du suicide et tout ça, et ça a été entretenu aussi sur... on commence à démonter un peu les mythes, mais c'est pas du tout fini. Hein. Non, c'est une histoire qui est encore en cours. Moi, il y a un lapsus, il y a toujours des lapsus en histoire, en recherche historique. Ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que, donc là, ce qu'on voit dans le film, il y a, je pense, 90% des images qui sont inédites, aussi en Allemagne. Et je me suis dit, il y a une chose qui m'étonne, c'est que moi, pour trouver ces images, je me suis basé sur ce qui existait déjà, les recherches déjà existantes. Il y a je ne sais combien de bios de Meinhof, par exemple. Et en traversant toutes ces bios, on a suffisamment d'informations pour savoir qu'elle travaillait telle année pour telle chaîne, qu'elle a publié à tel moment tel truc, etc. Et notamment sur les radios ou les télévisions que moi je recherchais, j'ai réussi à trouver ces archives parce que j'ai eu les renseignements dans les livres. Personne en Allemagne allait chercher ces images. Personne. Et moi, depuis la France, sans parler allemand, j'arrive à les trouver. Alors, l'image ne résout pas tout en histoire, hein. C'est juste une source supplémentaire, mais c'est très étonnant comment, avec tous ces films, tous ces livres, sur la RAF depuis des années, personne n'est allé chercher ces images. Et je trouve ça très... voilà, il y a des lapsus tout le temps en histoire, mais celui-là m'a évidemment, comme c'était mon sujet, assez questionné sur, du coup, voilà, pourquoi on n'est pas allé les voir, alors que c'est un outil de savoir. Mais c'est là aussi où ton approche est vraiment originale par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur cette époque-là. Parce que tu travailles vraiment, c'est un travail sur l'image, c'est-à-dire je dirais presque ton premier sujet, c'est l'image. Parce que tu prends des images, donc des faiseurs d'images, toi-même tu es faiseur d'images, tu t'interroges sur d'autres faiseurs d'images, les limites de leur travail, de leur production. Et ça, c'est pas du tout le cas de tous les autres films que je connais. Oui, mais parce qu'en même temps, c'est une vision aussi réductrice de leur histoire. C'est-à-dire de cantonner l'histoire de l'art, c'est chaque objet, que ce soit un film ou un livre, a une entrée, une ligne de lecture. Moi, c'est celle-là, mais elle n'explique pas tout, elle n'est pas suffisante en tant qu'objet historique. Là d'ailleurs, moi c'est encore un endroit qui m'interroge aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans le film, c'est comment l'histoire se construit, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce qu'on appelle nous en France la bande à Bader, par exemple une reconstruction, ne serait-ce ça c'est intéressant sur la France, on est le seul pays du monde à dire la bande à Bader. On ne dit jamais Bader sans Meinhof ailleurs, c'est impensable. Et du coup on est... ce que moi je connaissais de la bande à Bader, grosso modo c'est la fin, c'est un groupe terroriste des années 70. Basta. C'est ça que je savais de la RAF. Et du coup, quand je commence à chercher, je me rends compte que du coup, il y a eu toute cette histoire aussi, de ces traces visuelles, etc., mais que ces images sont inutiles à la construction de la mémoire. Et ce qui construit notre mémoire à nous tous, c'est la télévision. Ce qu'on retient de l'histoire de la RAF, c'est la fin du film. Et raconté par l'État et les télévisions. Et ça, c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours la télévision qui écrit le monde, qui écrit l'histoire. Et là, en tant que cinéaste, je ne dirais pas que c'est pessimiste, mais malgré tout, pourquoi les contre-images, les images comme ça ne marchent pas, ne restent pas? Pourquoi c'est pas plus complexe? Il s'agit là, une fois de plus non plus, de absolument pas rentrer dans la discussion de savoir si leurs actes étaient justifiés ou pas, si on est contre ou pas, mais ça devient quand même beaucoup plus intéressant à penser quand on voit Meinhof ou les autres avant, leur basculement, que juste de se dire « Ah ben oui, c'est des sales terroristes comme nous l'a montré la télé ». Avec ça, on n'avance pas, on ne travaille pas. Mais du coup, toutes ces images pauvres, c'est quelque chose qui est en dehors d'eux, hein, en dehors de cet exemple-là, est toujours valable aujourd'hui. On peut avoir les plus beaux films du monde, ils ne seront jamais aussi forts que BFM TV. Bonsoir.
bonsoir. Alors, moi, je fais partie de la génération des Allemands, Allemandes, qui ont vécu leur enfance avec les images à la télé et dans tout l'espace public de la bande à Bader. Donc, j'ai des souvenirs vraiment très vivants, non, mais justement très figés, enfin, d'avoir passé de longues minutes face à ces portraits qui étaient affichés à peu près partout et à m'interroger qui étaient ces gens, qui se distinguaient en rien physiquement des autres jeunes qu'on croisait partout dans l'espace public. Et bon, j'avais compris que c'était en gros des monstres, et j'avais compris aussi qu'il ne fallait pas trop que j'insiste à poser des questions sur de quoi il en retournait. Je me souviens de l'enlèvement de Schleyer, je me souviens de Mogadiscio, j'étais enfant. Mais surtout, ces images étaient complètement figées. Et vous avez redonné une voix. Et ça, c'est super, parce que finalement, si la mémoire, elle est construite avec les images figées, mais les personnes, ce pourquoi elles étaient là et ce pourquoi elles en étaient arrivées là, je ne sais pas si j'aurais été capable en tant qu'enfant de comprendre si on avait bien voulu m'expliquer quelque chose. Mais ces images me sont restées. Et j'étais très motivée pour venir voir ce film, justement pour me reconstruire une histoire avec des voix. Et c'est ça, je pense, vraiment une très grande force de ce film, pour moi, de découvrir la sensibilité du cinéaste Mainz, par exemple. Enfin, moi, je me souviens de l'avoir vu son nom dessous. C'est terrible, en fait. C'est que des images de monstres deviennent des personnes avec des convictions, avec un discours, avec une sensibilité et avec une temporalité. Oui, mais il me semble que c'est ce qu'on doit même à nos ennemis, en fait. C'est-à-dire, quand on les voit, il y a un truc de se dire, pour moi, je ne parle que pour moi, j'aurais pu être eux, quoi. J'aurais pu avoir la même vie qu'eux, j'aurais pu faire les mêmes choix, en fait, à cette époque-là. C'est-à-dire que du coup, c'est plus le monstrueux, c'est-à-dire cette chose que je ne serai jamais parce que je suis forcément du côté du bien. On est tous du côté du bien, hein, toujours. Et là, du coup, on se rend compte que oui, qu'on peut très facilement passer du côté des perpétrateurs, etc. Enfin, il me semble que, en tout cas pour moi, c'est plus... pour le coup, là, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais une obligation morale que je me fais à moi d'essayer même si je condamne les actes, mais d'essayer de penser comment certains décident de le faire et quel chemin ils prennent, et même mes pires adversaires. Il y a un truc de... Là, c'est eux, mais je pourrais parler de beaucoup de choses. Un minimum de se rappeler que c'est des êtres humains comme nous. En fait, on aurait pu, la plupart des méchants de l'histoire ou des méchants de la vie, je suis sûr que dans notre texte, on aurait pu être copains avec eux. Pour de vrai. Enfin, du coup, c'est important. Et c'est vrai, là, quand on les voit, ça part dans tous les sens, mais il y a des moments où ils nous touchent parce qu'en fait, justement, il y a du défaut, parce que c'est la vie, quoi. Enfin, c'est un truc... Évidemment, on sait que ça va mal se finir, mais si on arrête le film au milieu et qu'on présente à quelqu'un qui ne connaît absolument pas du tout l'histoire et ne sait pas ce que c'est le film, je suis sûr que tout le monde dans la salle, personne ne peut savoir que ces gens-là vont passer à la lutte armée et être considérés comme des terroristes. C'est impossible. À propos de chemin imprévisible, on voit assez souvent Horst Mahler, l'avocat. Hein. Il est d'extrême droite aujourd'hui. Au-delà, il est en prison aujourd'hui pour négationnisme. Il avait été exclu du parti néo-nazi parce qu'il était trop extrémiste. Mais moi, je voudrais peut-être poser une question, parce que le public, il y a deux tranches d'âge, je dirais. Il y a ceux qui ont vécu l'époque de près ou de loin, et il y a les jeunes, il y en a quand même quelques-uns dans la salle, pour qui c'est, je ne sais pas, ça m'intéresserait de savoir, pour vous, cette époque-là, ça représente quoi? C'est quoi? C'est quelque chose, on vous en a parlé, ou et comment vous l'avez découvert ici? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que
qu'est-ce que ça fait avec vous en sortant? Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais moi je ne peux pas empêcher d'associer ça à la guerre froide, en fait. D'ailleurs, je me pose la question de quelle influence la guerre froide a pu avoir sur leur parcours. Est-ce qu'ils ont, par exemple, je me suis demandé est-ce qu'ils auraient pu être soutenus, voire manipulés par l'URSS ou des choses comme ça. Je ne sais pas si je suis vraiment un peu au sujet. Un poil, mais je peux quand même répondre là-dessus. En fait, pendant très longtemps dans le film, a existé un moment où je parlais évidemment de Berlin coupé en deux, enfin du rôle de Berlin qui est très important pour cette histoire, le pays coupé en deux, et le rôle voilà, dans ce pays scindé. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que comme je suis parti de eux, en fait, de ce qu'ils expriment dans les films, en tout cas dans toute cette très longue première partie, pas une seule fois, eux n'en parlent. C'est pas le sujet de Meinhof, ni de Mahler, ni de Mentz, ni des étudiants. On est dans un moment où on est anticapitaliste, anti-bureaucratique. Hein. Donc les deux côtés sont les mêmes, et par exemple Meinhof, jamais une seule fois n'en parle. Donc à un moment, j'avais pas envie de rajouter moi des éléments de contexte. Donc je pense que pour eux, en tout cas, ça n'a pas été opérant, cette chose-là. La chose où c'est opérant, par contre, la guerre froide, c'est ce que vous disiez vous, c'est le fait que l'Allemagne, contrairement à la France, est l'avant-pont des États-Unis, qu'il y a des bases américaines sur place, et que de l'Allemagne est coordonnée la guerre au Nord-Vietnam. Et pour un pays qui vit, pour eux, cette génération, qui se sent coupable de l'inertie de leurs parents, qu'il y ait une guerre gérée depuis chez eux, au nom des États-Unis, mais depuis chez eux, avec l'Allemagne comme allié, s'ils vont faire exploser la RAF, les deux QG américains, c'est vraiment très lié à la géopolitique, à la guerre froide, etc. Là c'est directement une manière de le comprendre. Mais par contre, sur avant qu'ils font de la RAF, comme moi j'ai strictement rien trouvé, donc je me suis dit que pour eux, même si c'était important a posteriori pour nous comprendre, mais pour eux, a priori, c'était pas un élément moteur. Après, il y a des micro-histoires avec la Stasi, etc., mais pas... La RAF était quand même très... en tout cas, c'est pas un groupe qui a été qui a été infiltré par la RDA, etc., ça n'a pas joué du tout. De manière très annexe, mais pas moteur. Plutôt à la fin. Ils les ont accueillis, en fait. La RDA a accueilli des gens de la RAF qui voulaient quitter la RAF, mais pour éviter la prison, ils allaient en RDA. Mais je pense que pour répondre à votre question aussi, avant 68, je crois que pendant toutes les années 60, il y avait quand même un anticommunisme très très acerbé en Allemagne de l'Ouest, mais justement parce qu'on était en face d'un système hyper ennemi. Et on peut dire que l'inverse, c'était la même chose, hein. C'est-à-dire ça allait dans les deux sens. Hein. Il y avait vraiment, c'était pas ici des Allemands et de l'autre côté des Allemands, mais c'était d'un côté les capitalistes et de l'autre côté les socialistes ou communistes. Et il y a eu une ambiance très très anticommuniste et puis une tendance de mettre tout le monde dans le pot. Hein. Dès qu'un intellectuel disait quelque chose de critique, on était mis dans ce tiroir-là et c'était donc projeté. Ma question c'est comment les jeunes dans cette salle-là qui n'ont pas vécu des manifs, qui n'ont pas vécu les avis de recherche à l'époque, etc., comment eux, aujourd'hui, ils voient cette époque-là et comment eux, ils découvrent un film sur cette époque-là qui est quand même très très loin de leur réalité d'aujourd'hui. Et est-ce que le film leur a quand même quelque chose donné ou montré ou les a un peu... les amène peut-être à d'autres réflexions? Je ne vais pas répondre à leur place, mais éventuellement ça leur donne le temps de voilà. revenir. Mais je crois que ça a déjà été un peu dit. C'est-à-dire que la force du film, je crois que c'est réellement de secouer, de donner à penser le présent. Et qu'on peut être très très jeune ou moins jeune, hein, d'ailleurs, on peut être très très éloigné d'une connaissance approfondie de cette époque-là et être extrêmement troublé par les échos que ça suscite, au-delà même
des événements très très récents. Mais ce que c'est qu'une démocratie, ce que c'est que la lutte, ce que c'est que la violence d'État, ce que c'est la violence tout court d'ailleurs, voir à quel point elle se répète et comment elle s'ancre et comment elle se manifeste à travers toutes les époques. Alors quand on a vu d'autres de tes films, c'est vraiment intéressant parce que ça questionne même sur l'idée du terrorisme. C'est-à-dire qu'on peut se dire que la bombe à Hiroshima, c'est quand même un terrorisme extrêmement radical. Quand on voit aussi The Devil, avec les luttes qui probablement font tout à fait écho à ce qui se passe aussi avec la RAF, c'est-à-dire les luttes pour les droits civiques des Noirs américains avec les Black Panthers notamment, c'est aussi une réponse à une violence d'État extrêmement violente qui est encore aujourd'hui parfaitement d'actualité. Ce qu'on vit aujourd'hui aussi dans cette difficulté de questionner l'autre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais je crois qu'on manque de contre-champs, peut-être que le cinéma a un rôle à jouer aujourd'hui pour nous apporter des contre-champs à des histoires qui nous manquent, en tout cas qu'on voit toujours de notre propre point de vue. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est extrêmement fort dans ton film et dans tes films. Alors, je ne sais pas comment... D'ailleurs, c'est un moment de faire une petite page de pub pour tes courts-métrages. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'on peut les trouver sur Internet. Donc, vous pouvez aller voir. Sur Vimeo. Sur Vimeo. Avec mon nom de famille, vous les aurez tous. Et vraiment, ça vaut le coup. Hein, après avoir vu ce film-là, vous allez voir. Et puis, il y a vraiment le sujet de la violence. Et il y a une volonté esthétique, c'est-à-dire de vraiment, à travers le film, de pas seulement donner une façon de penser, mais aussi de ressentir quelque chose. Par la musique aussi. La musique est importante. Moins dans ce film-là. Pas sauf la fin. Mais dans les autres, dans les courts-métrages, En revanche, tu fais le choix de ne pas mettre de commentaires. Par exemple, on peut penser à Chris Marker, qui est quelqu'un qui a aidé aussi à penser les images, notamment à cette époque-là, parce que Le Fond de l'air est rouge est un film passionnant. Mais justement, c'est exactement l'inverse que tu fais. Enfin, non, tu permets de penser les images, mais en tout cas pas par le commentaire, qui permet éventuellement de lire ce qu'on voit à l'image, ou de permettre au spectateur d'avoir une lecture peut-être plus aiguisée de ce qui est à l'œuvre à l'écran. En revanche, ce que ça provoque est autre chose. Mais il y a un truc de... Enfin, moi, j'utilise jamais voix off, j'ai beaucoup de mal avec la voix off, parce que la voix off, elle porte quelque chose toujours d'une lecture, au-delà de donner des éléments de contexte ou de compréhension, elle donne toujours une lecture politique ou morale ou ce que l'on veut, une interprétation de ce que l'on voit. Et la voix off, pour moi, c'est la mauvaise voix off, on va dire, parce qu'on peut revenir dessus, mais c'est plutôt la voix de la télévision, justement, qui guide tout le temps. Et je me méfie beaucoup de la voix off. Et ça, c'est un truc d'époque. Tu parlais de Marker. Dans les années 60-70, Marker, évidemment, un peu plus tard, il y a une maîtrise de la parole politique. Et il y a les plus grands documentaires de l'époque, ils se repèrent par des voix off magnifiques. Et chez Marker, c'est magnifique, les voix de Marker. Oui, parce qu'il joue de la poésie. Et chez Godard, de la même manière. Mélanger d'un coup des langues différentes, etc. Mais moi, je suis d'une génération où on ne sait pas quoi penser du monde. On a perdu les mots. On a perdu les mots, pas dans ce sens-là, mais c'est-à-dire que comme le monde est flou, on a moins de vision claire, donc on peut moins utiliser la langue. Et je pense que c'est symptomatique, que moi j'ai du mal avec la voix off. Au-delà de raison, voilà, de laisser le spectateur sa liberté de penser. Sur un film comme ça, il n'y a pas besoin de dire les attentats c'est mal. Donc la voix off est un peu inutile, mais surtout de s'affirmer par une voix off, ça veut dire qu'il faut savoir faut savoir quelque chose. Moi je sais pas. J'ai pas de point de vue clair. Donc énoncer de je ne sais pas, bon, autant pas le mettre. Mais dans le documentaire en général, même si c'est en train de changer, mais là, ces 10-15 dernières années, on n'a eu que des films sans voix off, quasiment. Je parle des films de cinéma, hein, pas des films commerciaux, mais
Mais ça revient. Dans le documentaire, aujourd'hui, la voix commence à revenir. Comme le film politique commence à revenir. Quelque chose est en train un peu de changer, mais c'est assez frais encore. J'ai entendu dans le film que Habermas n'appréciait pas du tout Baader-Meinhof et l'a condamné. Et je pense à un peintre comme Gerhard Richter qui, lui, a peint avec beaucoup d'intérêt la bande à Baader, et ses parents étaient nazis. Il a lutté toute sa vie en peinture contre ce nazisme. Alors qu'est-ce que vous en pensez d'un philosophe en Allemagne, Habermas? En fait, il y a eu, juste sur Richter, parce que ça c'est plus facile à répondre. Sur Richter, vous pouvez regarder sur mon site, il y a un film qui s'appelle Regardez les morts, qui est sur cette série de peintures de Richter, qui est magnifique, qui a une des plus belles œuvres qui existent sur cette histoire-là, d'une finesse. Et du coup, il y a Don DeLillo a écrit sur ces peintures, et j'ai adapté ce texte de Don DeLillo, donc vous pouvez le trouver sur Vimeo. Il n'y a pas que Habermas. Par exemple, quelque chose de très étonnant, les étudiants, donc on disait, étaient très isolés, mais aussi les intellectuels. Par exemple, quelqu'un comme Marcuse, très important pour tous les mouvements de contestation à ce moment-là, des jeunes étudiants, quand il revient en Allemagne, il désapprouve les mouvements étudiants, avant même d'aller sur la lutte armée, etc. À part quelques intellectuels, on parlait de Bruckner, de Böll, etc., quand même des figures importantes pour le mouvement bien nager pour désapprouver les actions contrairement à ce qui a pu se passer en France, avec quand même une adhésion des intellectuels. En Allemagne, d'un coup, devant le fait qui commençait, les étudiants étaient un peu prétentieux, ils étaient forcément les plus grands révolutionnaires de la Terre, la révolution est arrivée, il y avait de la naïveté à ce moment-là, surtout en Allemagne, dans un pays qui est surtout pas prêt à la révolution. Et du coup, mais ils sont pas sympas en fait. Habermas ou Marcuse, etc. C'est d'un coup de dire à ces jeunes, de toute façon, commencez même pas, de toute façon, c'est nul dès le départ. Alors que c'est des gens dont ils se fondaient sur leurs écritures. Et là, et forcément, du coup, ces intellectuels qui veulent un changement de société, mais dès qu'il y a une manifestation, ils disent non, ça sert à rien. Il s'est passé quelque chose qui n'était pas très sympathique pour cette génération. Je pense ça aussi. Oui, le jugement, il n'est pas tout noir, tout blanc. Il y a par exemple un ancien 68ard aussi, qui était dans les mouvements là, à Berlin, qui s'appelle Götz Ali, je ne sais pas si le nom est connu ici, qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Unser Kampf, Notre lutte, 1968. Et dans lequel il analyse vraiment le mouvement de 68, plutôt le mouvement de 68 que ce qui suit après la RAF, mais qui des personnages comme Dutschke, etc. Et sa thèse est un peu osée. Il dit que finalement, eux, ils ont voulu combattre leurs parents nazis, mais eux, dans leur arrogance et dans leur mégalomanie, ils ont été aussi pratiquement, on peut les comparer avec leurs parents, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, c'est une autre forme de fascisme qu'ils ont pratiqué. Alors, ça fait beaucoup de bruit, ce livre. Il n'est pas traduit, je pense. Parce qu'en France, on est des grands spécialistes de la réécriture de 68. On est très les anciens trotskistes ou Mao qui se retrouvent au gouvernement, tout ça. Il y en a un peu en Allemagne, mais il me semblait que le mouvement d'attaque idéologique contre 67-68 était un peu moins... sur la RAF, évidemment, tout a été écrit son contraire, mais sur le mouvement de 67-68, il ne me semblait pas qu'il y avait autant de ce type d'attaque totalement stupide. Mais ce n'est pas une attaque stupide. Je dois dire que je suis en train de lire le livre. Il y a vraiment une analyse de certains speeches de Dutschke, etc. Ça fait froid dans le dos quand on voit ce qu'ils ont dit par moment. Oui, parce que du coup, c'est très dans l'air du temps. C'est-à-dire que parce que donc, Dutschke, le leader étudiant qu'on aperçoit à peine ici, sauf qu'il meurt à un moment, ça c'est le nom du film, et quelqu'un qui appelle souvent dans ses vidéos, par exemple, directement à la révolution armée, à la lutte armée. Et du coup, à la violence, le fait de ne pas accepter, mais c'est toujours confondre une violence motivée par une idéologie révolutionnaire.
et celle de la Révolution nationale socialiste, pour moi, ça continue toujours à me poser problème de mettre à niveau. Ces violences-là ne sont pas les mêmes. Déjà, il y en a une qui n'est pas apparue. Douchke n'a jamais pris les armes, contrairement à ses parents. Il y a quelque chose que je trouve, c'est une manière, autant on peut toujours s'interroger sur, voilà, qu'est-ce que dit un mouvement d'émancipation, quel qu'il soit, quels sont ses défauts, rien n'est pur. Mais de ramener, comme le fait à la fin, Strauss, de dire les gens là-bas sont les enfants d'Hitler. Non, lui il a servi Hitler, lui c'est un enfant d'Hitler, c'est pas l'arabe. C'est pas pour ça que c'est sympathique ce qu'ils font. Mais il ne faut pas confondre non plus. Non, mais je pense qu'il y a une grande portion de provocation aussi dans ce livre. D'ailleurs, les réactions l'ont bien montré. Donc je voulais me lancer, personne ne répondait. Bravo, c'est très bien, bravo. Donc moi je suis étudiante en master et je prépare le CAPES d'allemand. Et du coup je voulais vous remercier pour ces images parce que c'est vraiment authentique et j'en avais besoin je pense. Et je pense que ma génération, on n'est pas habitué à... Enfin on est plus habitué aux images et on apprend plus de cette manière. Et du coup, je pense que je sortirai vraiment, je sais pas, un peu confuse de cette séance de cinéma. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même opinion du terrorisme, on se base sur des idées figées, et j'avoue que ça m'a vraiment fait du bien de voir votre film. Non, mais si j'ai en tant qu'objet de propagande, ce film, si j'ai une volonté politique affirmée, c'est juste peut-être que quand on entend le mot terroriste en sortant de ce film, d'un coup on se dit « Ah !» Voilà, ce qui est très loin, absolument pas de style théorie du complot, etc., mais de se dire d'un coup, tiens, ce mot, c'est un mot valise, c'est un mot qui veut rien dire quand on l'emploie comme ça, voilà, juste qu'il tilte à l'oreille. Voilà, ça c'est ma seule petite... Donc c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Un mot de fin? Ah non, non. Non, je pense que c'est bien qu'on ait entendu aussi une jeune à la fin. Les autres, ils ont certainement aussi réfléchi et puis on en rediscutera. Ah, je mets un mot de la fin, mais en même temps, tu as raison. Enfin, vous avez raison. Non. Je suis toujours tout le monde. Un film comme ça, c'est un film... et ça pose que des questions. C'est pas forcément facile d'un coup d'exprimer après un film qui pose juste des questions, quoi. Parce que le travail commence pour vous, maintenant. Moi, j'ai pas les réponses, donc les miennes, elles sont personnelles, c'est les miennes en tant que spectateur de mon film. Et du coup, c'est vrai qu'on sort de... Enfin, moi, je l'ai vu, je le vois pas tous les jours, mais quand je l'avais vu fini, j'étais sorti, ça m'avait pris du temps à réfléchir à ce que j'avais fait. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. Puis, il y aura bien sûr un nouveau ciné-kino au mois de mai. Je n'ai pas la date en tête, mais vous regarderez tout le programme des deux scènes. Le film du mois de mai s'appelle Jack. Et c'est l'histoire d'un jeune à Berlin, une histoire d'errance à Berlin qui est super bien filmée. Avec un super petit acteur, vraiment un film qui ça vaut le coup de venir le voir. Comme tous les autres films du programme, les deux scènes. Bonne soirée.